Bonjour tout le monde. Alors pendant la prochaine demi-heure, nous allons partager avec vous nos idées et notre expérience dans le domaine de l'e-commerce. Comment des marques, des entreprises peuvent bénéficier des tendances actuelles, surtout des tendances transfrontalières. Et nous allons présenter des tendances des consommateurs et des utilisateurs qui peuvent être utiles pour progresser dans les activités online. Mais avant tout, je propose que nous passons aux présentations. Je m'appelle Anne Kempeneer. Je suis responsable commercial pour l'équipe du terrain sur la Wallonie et Bruxelles et des grands comptes chez DHL Express. J'ai débarqué chez DHL début cette année, mois de janvier, donc en plein Covid et en plein apprentissage digital. Bonjour à tous. David Cordy, moi je représente DHL Express en tant que commercial grand compte depuis quelques mois et précédemment j'étais responsable commercial de terrain sur les provinces du Brabant wallon et Namur pendant 4 ans. J'ai managé le partenariat avec la Chambre de commerce et j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques présentations dans ce cadre-là également. Voilà. Merci David. Alors d'abord, une déclaration qui est vraiment un fait, c'est que le Covid-19 a amené 2030 à 2020. C'est presque tout le monde, vraiment presque tout le monde a commencé à faire ses achats en ligne suite au Covid et pour presque tout, vraiment tous les termes de produits, principalement sur le marché B2C, donc vous et moi en tant que particulier, mais aussi il y a une grande croissance au plan niveau B2B, donc entre sociétés, où les acheteurs voient de moins en moins l'utilité de rencontrer et d'être en contact direct avec les vendeurs et souhaitent faire leur achat d'une manière autonome et digitale. Alors, c'est vraiment l'omnicanal, omnichannel, donc via tous les canaux possibles, où surtout le online et le mobile jouent un rôle de plus en plus important. Alors, dans la prochaine demi-heure, on va vous présenter les principales tendances mondiales au niveau de e-commerce, comment déterminer des opportunités mondiales sur le marché B2C, des solutions pour vous et pour vos clients online, comment gérer tout cela dans un environnement B2B, et puis 5 points à retenir sur ce voyage. Et je laisse la parole à David. Bien, effectivement, merci Anne. Alors, on va commencer par regarder un petit peu quelles sont les tendances dans le e-commerce mondial, voir un petit peu de quoi parle-t-on finalement, dans quel monde va-t-on rentrer. Il faut savoir qu'il y a actuellement, oui, tenez-vous bien, 2,1 milliards d'acheteurs en ligne dans le monde en 2021, qui dépensent au total 815 milliards d'euros en achats transfrontaliers uniquement. Donc, ce sont les achats sur les sites web en dehors du pays, à l'international donc. Un chiffre extraordinaire, eh bien, on voit que 81%, il y a eu une croissance de 81% du commerce en ligne en mai 2020 par rapport à mai 2019. On se demande bien pourquoi. Mais voilà, c'est quand même une très, très forte augmentation, très, très, très forte croissance. Et une croissance pareille amène également un changement inévitable des habitudes de consommation des acheteurs, des consommateurs, que ce soit en ligne ou ailleurs. Il y a de nouvelles personnes qui achètent en ligne maintenant et tout ça fait changer les choses de manière très rapide également. Et alors, un petit chiffre qui est quand même relativement sympa, c'est de se rendre compte que plus de 99% de la population, à savoir 99,9985% de la population se trouve en dehors de la Belgique. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a une opportunité très intéressante à aller chercher en dehors de nos frontières, bien entendu. Pour vous donner un petit exemple de tous ces acheteurs en ligne à l'international, on met ici le focus sur 10 pays, notamment le Canada. Sachez qu'au Canada, il y a 18 millions d'acheteurs en ligne, dont 67% qui achètent sur les sites web en dehors du Canada. C'est quand même pas rien. Les États-Unis, 205 millions d'acheteurs en ligne, dont 32% qui vont à l'international, donc qui achètent systématiquement sur les sites
qui ne sont pas des sites américains. Et pour la petite histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clics actuellement qui proviennent des États-Unis vers les sites belges et européens de manière générale. Donc j'ai l'impression qu'il y a un engouement assez particulier sur les acheteurs américains. Il ne faut donc pas sous-estimer le potentiel pour ces ventes-là. Revenons un peu plus près de chez nous. L'Allemagne, 47 millions d'acheteurs en ligne, dont 23% qui achètent à l'extérieur de l'Allemagne. Éloignons-nous un petit peu vers les Émirats arabes unis, 6 millions d'acheteurs en ligne avec 90% d'achats transfrontaliers. Et pourquoi parler des Émirats arabes? Probablement, on peut s'en douter, ces gens-là ont relativement pas mal de moyens financiers. Et donc, c'est une source potentielle de clients intéressants à aller chercher. Alors, on ne va pas prendre, je ne vais pas citer tous les chiffres dans le détail, bien entendu, vous les voyez à l'écran. Je vais faire un petit calcul pour vous. Tous ces acheteurs transfrontaliers sur ces 10 pays-là représentent environ 143 millions de personnes sur 10 pays. Sachant que le monde comporte 220 pays et territoires, eh bien, dites-vous que la part de marché peut être relativement intéressante, évidemment, quand on va à l'extérieur de la Belgique. D'accord? Donc, ne surtout pas sous-estimer et ne pas non plus être affolé, vous le verrez tout à l'heure, ne pas avoir de crainte par rapport au fait d'aller à l'international. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il y a de plus en plus d'acheteurs en ligne, eh bien, les habitudes, les demandes des clients en ligne changent et évoluent et ont évolué très, très rapidement ces derniers mois, puisque de nouveaux acheteurs sont arrivés sur le marché. Que remarque-t-on dans les études qui sont publiées externes à DHL, je précise bien, c'est que les consommateurs, les acheteurs e-commerce au niveau international, ce qu'ils demandent le plus, ce sont la flexibilité, la rapidité et la fiabilité. D'accord? Donc, on a ce produit qui est sous les yeux devant l'écran. On souhaite l'obtenir le plus rapidement possible. On souhaite également pouvoir choisir la méthode de livraison. On développera ça tout à l'heure. Et la fiabilité éventuellement aussi. Évidemment aussi, puisque à partir du moment où on a fait un achat, on s'attend quand même à recevoir cet achat et le recevoir en l'état, bien entendu. De plus en plus de consommateurs achètent via des plateformes mobiles, donc via smartphone et tablette, plutôt que via PC. Donc, petit conseil, veillez à ce que votre site web soit disponible en version mobile très facilement, puisque s'il n'est pas, c'est beaucoup plus compliqué de constituer un panier et donc vous risquez de perdre une certaine partie de part de marché. Donc, les ventes via appareil mobile sont en constante croissance. Les petites informations importantes également, c'est que quand on parle international, on va parler également autre monnaie, puisque dans le monde, chez nous, il y a l'euro, mais ailleurs dans le monde, ce sont d'autres unités monétaires. Il y a l'impact des taux de change également. Et on se rend compte que les consommateurs demandent à pouvoir voir les prix dans leur monnaie locale. Et donc, il existe des convertisseurs de monnaie qu'il est possible d'installer sur les webshops. C'est quelque chose qui peut faire la différence aussi entre votre webshop et celui de votre concurrent. Si lui ne fait pas de convertisseur de monnaie et que vous, oui, eh bien, vous pouvez faire la différence là-dessus aussi. Ça facilite le processus d'achat de votre client qui ne doit pas convertir, vérifier quel est le taux de change, faire son petit calcul, etc. pour voir, tiens, est-ce que c'est vraiment plus intéressant là-bas ou est-ce qu'il vaut mieux que je l'achète au coin de la rue? Ben voilà, si vous l'affichez directement sur votre site web, eh bien, tout ça peut augmenter le taux de conversion également. Ce qu'on remarque également, c'est que quand on achète de l'autre côté du monde, que ce soit pour nous aller acheter en Chine, pour nous aller acheter aux États-Unis ou dans l'autre sens, si les États-Unis, les Américains viennent acheter en Europe, il semblerait que le critère de rapidité de livraison est plus important que le coût total de l'achat. D'accord? Donc, on est prêt à payer un petit peu plus pour être sûr d'obtenir son achat rapidement. On est dans l'ère de la rapidité, on veut que tout aille vite, on veut que tout soit immédiat. Et donc, quand on a cet article sous les yeux sur notre smartphone,
une fois qu'on l'a acheté, on est dans le train, par exemple, pour aller ou revenir du boulot, ben, on a presque envie de trouver l'article chez soi quand on rentre, alors qu'on l'a commandé dans le train. Donc, la rapidité est vraiment quelque chose qui est demandé par les consommateurs à l'international. Et donc, 58% des acheteurs vont choisir un commerçant uniquement sur base des options de livraison. Je remarque encore, moi personnellement, j'en ai encore fait les frais ce week-end, où je voulais absolument commander quelque chose sur un site français. Et au moment d'arriver à la livraison, eh bien non, uniquement possible en France métropolitaine. Voilà, moi, petit Belge, petit Wallon, eh bien, je ne pouvais pas aller acheter là-bas, ce qui m'a considérablement frustré. Donc, j'essaie de trouver ailleurs, mais voilà. Il faut savoir que la première chose qu'on va regarder sur un site web, et je pense que vous allez vous retrouver là-dedans aussi, puisqu'on est tous acheteurs sur Internet, il y a 3 questions auxquelles on va avoir une réponse très rapidement quand on va acheter sur Internet. C'est comment puis-je payer, quand est-ce que je peux recevoir ma marchandise et comment. Et si je n'ai pas une réponse à ces 3 questions-là très rapidement, je décroche et je vais voir ailleurs. Et donc, le petit conseil qu'on peut donner, c'est d'afficher clairement les options de livraison que vous allez mettre sur votre site. On le fait déjà avec les moyens de paiement. Hein. On voit toute une ribambelle de petits logos en dessous, Visa, Mastercard, PayPal et autres, j'en passe, pour bien montrer aux clients que oui, allez-y, vous pouvez acheter parce que vous pourrez payer comme vous le souhaitez. On les rassure bien à ce niveau-là. Rassurez-les également le plus tôt possible dans le processus par rapport aux moyens de livraison qui seront à disposition. Afficher que vous allez à l'international et afficher les différents moyens de livraison. Ça peut les rassurer, ça peut augmenter le taux de conversion. Alors, il faut savoir que tout le monde peut bénéficier de cette opportunité à l'international, comme je le dis toujours, que vous soyez Amazon ou que vous soyez un petit indépendant qui travaille dans votre garage. Eh bien, vous avez tous et toutes une chose en commun, à savoir que votre webshop il est inscrit sur le 3W qui signifie World Wide Web. Et donc, tout le monde est inscrit sur le World Wide Web. Vous avez tous, peu importe la taille de votre business, la possibilité d'aller chercher des acheteurs et des clients supplémentaires à l'autre bout du monde. Il faut savoir que le commerce international a une croissance 2 fois plus rapide que le e-commerce domestique. À travers le monde, généralement, quand on achète à l'international, eh bien, le panier moyen est plus haut. Et donc, le fait d'aller chercher des clients à l'autre côté du monde, ils vont peut-être vouloir plus facilement rentabiliser le trajet, essayer d'avoir la livraison premium gratuite. Et là, vous allez mettre un minimum d'achat un peu plus haut que pour le domestique. Et donc, généralement, on voit que l'augmentation du panier moyen peut aller jusqu'à 70% dans certains cas, grâce à la vente à l'international. Puisque vous allez dire, voilà, je vous offre la livraison postale ou de type postal à partir de 50 €. La livraison premium, je vous l'offre à partir de 100 €. Eh bien, il y a des gens qui vont aller chercher cette livraison gratuite. Et donc, les ventes à l'international sont de manière typique beaucoup plus élevées grâce à cette technique marketing notamment. Ça peut sembler un peu fou d'aller à l'international, mais rassurez-vous, la barrière entre le commerce mondial et le commerce domestique est beaucoup plus faible, beaucoup plus mince que ce qu'on peut imaginer. Recevoir un ordre de commande, que cet ordre vienne de Belgique ou des États-Unis, ce n'est jamais qu'un ordre de commande à devoir traiter, à devoir emballer et devoir expédier. Et en s'entourant des bons partenaires, évidemment, tout ça peut faciliter les choses et ouvrir le potentiel de vente à l'international vous permet de diversifier votre business, d'augmenter votre source de clients potentiels, de pouvoir changer rapidement aussi. Regardez, notamment avec le Covid, les choses peuvent changer très, très vite. En une semaine ou 2, les choses peuvent changer dans un pays ou un autre. On va confiner ici, on va déconfiner là-bas. Tout ça va avoir des impacts
très rapide sur le business. Et donc, au plus vous ouvrez votre opportunité, au plus vous pouvez réagir rapidement également. Alors, quelques chiffres intéressants. 91% des consommateurs vont regarder quelles sont les options de livraison avant de constituer un panier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de bien indiquer les possibilités de livraison. Certains voudront le moins cher possible et le plus lent parce qu'ils ne sont pas pressés, et d'autres voudront absolument de l'express, et notamment ils sont 30%, on le voit ici, à vouloir absolument de l'express, ou du premium en tout cas, du next day delivery. 30% des acheteurs à l'international recherchent uniquement ça. Si vous ne proposez pas de solution premium, eh bien, vous en avez 30% qui vont décrocher tout de suite et aller voir sur le site concurrent potentiellement. Il faut savoir également qu'un consommateur va revenir 2 fois plus rapidement sur un site après une bonne expérience de livraison. Effectivement, l'expérience client au niveau de la livraison peut faire toute la différence, puisqu'on en parlera tout à l'heure aussi, le seul contact physique qu'il y a entre vous et votre client, c'est le livreur finalement. Et donc le livreur, il porte aussi avec lui votre image de marque, bien entendu. Autre chose très importante, on va le développer juste après, les 66% des acheteurs regardent la politique de retour avant de constituer un panier. Et donc, il est important de bien préparer sa politique de retour et faire en sorte qu'elle soit la plus simple et la plus évidente et efficiente possible. Si c'est trop compliqué de retourner en cas de problème, à la limite, en fonction du produit vendu, mais à la limite, on va voir ailleurs parce qu'on se dit, s'il y a un problème, je ne pourrai pas le retourner ou très difficilement, ça va m'embêter tout ça, donc je vais voir ailleurs. Donc, il y a ici quelques chiffres qui font toute la différence, bien évidemment. Pour vous aider dans tout ça, eh bien, on a, en collaboration avec une entreprise externe qui s'appelle SimilarWeb, une entreprise qui analyse les tendances du e-commerce mondial, on a dressé une petite checklist de ce qu'il est intéressant et de ce qui fonctionne sur un webshop à l'international. Affichez directement sur votre site web, sur la home page, que vous allez à l'international. Parce que mettez-vous à la place d'un client potentiel qui se trouve au Japon, s'il arrive sur votre site et qu'il doit chercher, tiens, est-ce qu'il vient de livrer jusqu'au Japon ou pas, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, s'il le voit tout de suite sur la home page, il est rassuré, il peut aller plus loin. Il faut noter également les options de livraison, d'offrir une livraison express puisque 30% des acheteurs la recherchent, adapter les frais de livraison en fonction de votre produit, évidemment. Quand on parle international, on parle douane, et donc vérifier ce qu'il en est des frais de douane, les duties and taxes, est-ce que vous les laissez à charge de votre client final ou est-ce que vous les prenez à votre charge? Tout ça est important à communiquer. Une solution de retour facile. Vous voyez bien ici qu'on parle de facilité. Elle peut être éventuellement payante le cas échéant, mais elle doit être facile. Il faut évidemment le traduire en plusieurs langues. Le convertisseur de monnaie, on en a parlé tout à l'heure. Les options de paiement locales. Effectivement, dans certains pays, on plébiscite certaines méthodes de paiement. Il n'y a pas que PayPal ou que Visa ou que Mastercard. Je pense notamment aux Pays-Bas. Là-bas, les acheteurs préconisent, pas loin de 50%, si je me souviens bien, préconisent la solution de paiement iDeal. Donc, si vous souhaitez démarcher les Pays-Bas, et vous pensez que vous avez une source de clients potentiels là-bas très intéressante, eh bien, proposez la solution iDeal, sinon vous risquez de louper des ventes à ce niveau-là. Et faites en sorte que le track and trace soit le plus évident et le plus facile possible pour vos clients également. Et donc, annoncez-leur les notifications que vous allez envoyer de manière automatique ou pas. Pour les rassurer, bien entendu. Donc, sachant tout cela, voilà, vous n'allez pas encore à l'international, vous avez un webshop. Qu'est-ce qui ferait que vous devriez aller à l'international, justement? Eh bien, regardez que voilà, toutes les ventes à l'international ont une croissance moyenne de 25% chaque année. Et c'est un chiffre qui date d'il y a 1 an ou 2. J'imagine que maintenant, situation Covid oblige, on est un petit peu plus haut que cela. Un panier moyen qui va augmenter jusqu'à 70%, c'est quand même pas rien du tout.
Vous connaissez certainement votre panier moyen et donc imaginez-vous 70% d'augmentation de ce panier moyen, c'est quand même pas rien non plus. Argument supplémentaire, on parlait de la procédure de retour, on remarque que quand on achète à l'international, il y a 2 fois moins de retours que sur un marché domestique. Voilà. Je ne vois pas de raison particulière à ça, mais c'est ce qu'on constate en tout cas. Donc, n'ayez pas peur de proposer une solution retour facile. Il y en a de toute façon 2 fois moins. Et un manque de produits dans un réseau local peut augmenter votre part de marché, évidemment. Et les douanes ne doivent pas être une barrière pour vous, puisque avec les bons partenaires à vos côtés, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le transport et les déclarations douanières. Et donc, en vous entourant des bons partenaires, eh bien, cette barrière n'existe plus. Alors, vous allez à l'international, c'est très bien, vous n'offrez pas encore de solution express. Eh bien, sachez que 1 dollar sur 10 au niveau international est dépensé dans la livraison express. Ceux qui vous offrent une solution premium, juste le fait de l'offrir, voient l'offrir, la proposer, en tout cas sur le site web, voient leur croissance augmenter 60% plus rapide qu'un concurrent qui ne le fait pas. Et donner le choix au client final va les rassurer finalement dans leur processus d'achat. Et on constate effectivement que l'introduction d'une solution express va amener à un panier moyen qui est beaucoup plus élevé également. Et donc, je passe maintenant la parole à Anne. Merci, David. Alors, David vous a donné pas mal de conseils et de chiffres aussi. Et juste pour vous dire que toutes ces conclusions, elles sont basées sur différentes études, dont une étude qui a fait un benchmark sur les livraisons dans le e-commerce, qui est, coïncidence, le domaine d'expertise de DHL Express, et sur lequel les clients nous demandent vraiment conseil. Alors, une fois que votre consommateur, votre client a cliqué sur le bouton « Acheter », le choix sur la méthode de livraison va déterminer si votre client va clôturer son achat et donc augmenter le chiffre d'affaires, évidemment, ou si vous allez perdre ce client. Donc, 25% des visiteurs changent de site parce que l'option de livraison ne convient pas. Un autre aspect qui est très important, c'est comme David le disait déjà, c'est l'expérience lors de la livraison. Le livreur est vraiment la seule personne physique dans tout le processus d'achat et 37% des visiteurs ou des consommateurs ne retournent pas dans votre webshop si l'expérience dans la livraison n'était pas bonne. Alors, dans un magasin retail, vous avez votre gérant ou votre vendeur qui est formé à un niveau de service conforme à la marque ou au produit. Dans l'e-commerce, l'expérience de votre consommateur va vraiment sur l'aisance de votre webshop et sur la livraison. La rapidité de la livraison reste très importante. Plus d'un quart des consommateurs trouvent ça vraiment très important, comme a expliqué David. Et 69 estiment que le suivi en tracking de leur colis est une raison d'acheter sur votre webshop. Alors, pour revenir sur les options de livraison, ici encore un graphique qui a été fait par SimilarWeb. Donc, comme David vous expliquait, c'est vraiment un outil online qui offre des rapports sur le comportement des visiteurs sur le site web. Cette étude montre que les consommateurs apprécient d'avoir le choix sur plusieurs options de livraison. Alors, plusieurs options en méthode de livraison augmentent les ventes. Chaque consommateur a une raison individuelle pour aller visiter votre webshop. Alors, David peut avoir oublié l'anniversaire de mariage et il a besoin de cadeaux directement le lendemain, dans 24 heures au bureau. C'est complètement différent que David, qui est très proactif, qui n'a absolument pas oublié l'anniversaire de mariage, qui a bien prévu d'avoir la livraison de son cadeau pour son épouse dans un point relais et qui peut faire la surprise à son épouse. En ayant le choix, ça fait en sorte que les conversions augmentent de 5,15%. Donc, en moyenne, les sites qui n'offrent qu'une seule option de livraison convertissent à 1,91.
dans le nombre optimal d'options de livraison, donc c'est entre 3 et 4. Et dans le mois de 4, il y a une conversion d'une moyenne de 5,15%. Donc, en offrant plus d'options de livraison, il y a un doublement de la conversion de votre client. Et pour en revenir sur le tracking, ça c'est très important. Comme je vous l'avais dit sur l'étude du benchmark, 69% des consommateurs veulent suivre leur colis en real life. Il y a plusieurs systèmes par SMS, par email, pour avoir les options de livraison. Certaines options de livraison peuvent même être adaptées après la commande et au moment de l'expédition du colis. Donc, ça permet à votre consommateur ou à votre client final de soit changer la date parce qu'il n'est pas à la maison tout à coup, ou le lieu, le bureau ou le point de relais, ou l'endroit de livraison, je ne suis pas à la maison, livrez-le chez mon voisin. Et tout cela est vraiment très important pour votre consommateur final. Je passe la parole à David. Oui, merci. Autre chose très importante, quand on va aller chercher les clients en dehors de la Belgique, il est important de bien connaître le marché vers lequel vous allez diriger votre prospection. Je prends ici l'exemple de l'Italie, par exemple. Eh bien, en Italie, qu'est-ce qui est important pour eux? Il faut savoir déjà qu'il y a 59,8 millions de personnes. On est en euros là-bas également. Il y a un problème avec la TVA est à 22% en Italie. En termes de TVA, nos collègues... Ah, allô? Vous m'entendez bien? C'est revenu? Allô? Oui, c'était un peu coupé, David. C'était un peu assuré. Donc, si tu peux reprendre le point. Donc voilà, effectivement. Donc si ça va mieux maintenant, excusez-moi. Présentation de l'Italie ici. Donc vous avez effectivement quelques faits importants sur. Prenons l'exemple de l'Italie. Vous avez une pénétration d'Internet de 64,51%. Chaque acheteur italien dépense en moyenne 938 $ sur Internet. Il y a un marché e-commerce qui a une croissance de 15,7%. 41% de la population italienne va acheter en ligne. Et ensuite, regardons les préférences de livraison pour le consommateur italien. Que demande-t-il en préférence de livraison? On se rend compte que soit il souhaite pouvoir reporter la livraison, donc à 32%, soit pouvoir livrer sans signature, donc signature release, ça veut dire livrer dans un point sécurisé de mon habitation. Donc, ce sont les deux choix plébiscités par le client italien. Dans d'autres pays, ce sera peut-être tout à fait autre chose, mais c'est-à-dire que si vos options de livraison ne permettent pas ce type de livraison, eh bien, vous risquez de décevoir certains clients et potentiellement ne pas conclure certaines ventes. La livraison en point relais pour 19% également, et la livraison chez le voisin pour 13%. Et donc, faites en sorte que les livraisons puissent permettre ce genre de choses. Vous allez augmenter votre part de marché sur le marché italien, par exemple. Et en termes de moyens de paiement, on voit que ce qui est plébiscité, ce sont les cartes de paiement, des cartes de crédit habituelles et les moyens tels que PayPal principalement. Si on avait eu le slide pour les Pays-Bas, eh bien, on aurait vu ici qu'à pas loin de 50%, on plébiscite la solution iDeal. Et donc, voilà, il est important d'aller bien connaître les marchés pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté pour augmenter le taux de conversion, évidemment. Donc là, vous avez pas mal de conseils. Vous dites, OK, c'est bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, tout simplement, just do it, comme on dit. Offrez la livraison internationale, mettez-le clairement sur votre page d'accueil, International Shipping Available. Offrez plusieurs options de livraison, parce qu'on a vu pourquoi juste précédemment. Les solutions flexibles, donc certains, ça c'est dans le chef du transporteur que vous allez choisir évidemment, ils vont pouvoir proposer une
flexibilité de la livraison et ou, de votre point de vue, offrir plusieurs types de transports possibles pour proposer la flexibilité de la livraison. Le tracking, évidemment important, une fois qu'on l'a acheté, on veut être assuré de savoir que l'article est bien en chemin, qu'il suit son cours, et si potentiellement il y a un souci dans le réseau du transporteur en question, de travailler sur la transparence et de dire désolé, on a un petit souci, ce sera livré plus tard. Tout ça, ça rassure évidemment le destinataire final. Une option de retour relativement simple, évidemment, puisque au plus vous allez améliorer l'expérience client, au plus vous allez augmenter votre part de marché et donc fidéliser la clientèle, bien entendu. Et nous allons maintenant s'intéresser plus spécifiquement à un autre marché e-commerce, qui est le marché e-commerce B2B, qui est aussi en gros boom actuellement. Et pour ça, je vais laisser la parole à Anne. Et comme disait David, ça marche tout bien pour les webshops B2C, qui vendent surtout à des particuliers finalement. Et si votre société opère sur les marchés entre entreprises, on a plutôt tendance à croire que c'est un peu différent. Pas du tout. Actuellement, c'est vrai que les commerciaux font de moins en moins de visites face-to-face. Et c'est vraiment le moment de se diversifier et de découvrir d'autres moyens de prendre des parts de marché. Alors, un exemple, c'est les grandes foires professionnelles. Donc, avant le Covid, les clients se déplaçaient pour des expos, pour rencontrer leurs fournisseurs et vraiment dans le real time. Actuellement, à cause de l'actualité, à cause du Covid, les expos virtuelles sont beaucoup plus populaires. D'un côté, ça permet quand même d'éviter des déplacements assez coûteux. Ça fait vraiment un coût indirect. Et il y a le voyage en soi. Et le Covid, évidemment, oblige les expos virtuelles. Alors, on espère tous d'aller bientôt de nouveau dans le réel. Mais dans le futur, il y aura vraiment les questions, est-ce que c'est nécessaire de voyager, par exemple, en Chine pour rencontrer un fournisseur pour quelques produits, qu'on pouvait facilement le faire en visite ou en exposant en virtuel, ou de recevoir ou d'envoyer des échantillons avec un rendez-vous à côté qui sera nettement plus qualificatif vu le travail fait avant. Donc, c'est vraiment une histoire d'efficacité. Le changement dans la vente, voilà, elle est là, elle va rester et il faut adapter une stratégie de vente qui ne va pas disparaître après le Covid. Le futur, il est online et ceci a été confirmé par une étude de McKinsey. Alors, McKinsey a publié une très grande étude, et ici on condense un tout petit peu, une étude avec 2 laps de temps, une en avril 2020 et l'autre en août 2020, donc juste un petit écart de 4 mois. Et dans ce questionnement, il s'avère qu'en avril, plus de 20% des répondants estimaient que le phénomène de vente virtuelle, c'était vraiment un phénomène temporaire. 4 mois d'après, même question, et là, presque 89%, les acheteurs et les vendeurs confirmaient que le changement était définitif. Donc, il y a une augmentation de 11,25 depuis le mois d'avril. Donc, c'est clair que les acheteurs, ils ne se sentent plus obligés de travailler d'une manière digitale, mais ils estiment que c'est tout à fait une évolution normale dans leur travail. Un autre rapport sur lequel nous avons des informations, c'est celui de Gartner, qui a fait une expectation sur 2025, donc c'est vraiment très proche, dans 4 ans, et stipule que là, 80% des interactions de vente entre entreprises, donc entre fournisseurs et acheteurs, vont se faire sur des canaux numériques. 44% des millennials, en fait, ne veulent pas avoir d'interaction commerciale dans des situations d'achat B2B, et 33% des acheteurs souhaitent avoir une expérience de vente, mais sans vendeur. Donc, sans l'intervenant ni d'un vendeur, ni d'un back-office de vente. Et 7% des acheteurs B2B passeraient plus que 17% de leur temps, de leur processus d'achat total, en fait, en réunion avec des vendeurs. Donc, ils vont chercher leurs informations de manière digitale et donc, ils vont demander aux vendeurs, au moment qu'ils vont vraiment les rencontrer,
de vraiment avoir plus de perspicacité et avoir vraiment des aperçus dans leurs projets par les commerciaux. Alors, pourquoi est-ce que les cadres supérieurs dans le monde du B2B, quelles sont les raisons pour lesquelles ils veulent accéder à des canaux de vente numérique? Tout simplement, la commodité de l'achat numérique. Ils n'ont plus nécessaire d'attendre un vendeur pour leur prendre contact avec eux ou vice-versa. Ils ont un aperçu sur les stocks disponibles et les délais de livraison. Ils reçoivent aussi un aperçu direct sur les prix et un calcul éventuellement, et la possibilité d'avoir plus de détails sur un produit online. L'opportunité de croissance est vraiment énorme. Alors, rien qu'en 2019, les ventes sur les sites e-commerce et les marchés B2B, donc vraiment entre sociétés, augmenté avec 18,2% pour atteindre environ 12,3 milliards de dollars, ce qui dépasse en fait le marché du B2C. Dans le B2C, si vous avez un site web et vous voulez continuer à faire de la vente site web B2B, il faut vraiment une expérience pour votre client. Alors, c'est vraiment important de faire une promo sur les réseaux sociaux. Votre webshop doit vraiment montrer que vous pouvez faire du business à l'international et que vous êtes prêt pour cela, pour faire des envois. Proposer plusieurs moyens de paiement. Il y a la facture, évidemment, mais il y a aussi le P2P qui fait de plus en plus de développement. La facilité d'utiliser votre webshop pour votre client. Votre site doit être disponible en plusieurs langues et en monnaie, comme dans le B2C. Et votre site devra absolument offrir des interactions en cas de question de votre client et être prêt pour donner des informations sur des demandes plus pointues. Et là, je laisse David la parole. Oui, très bien. Eh bien, on en arrive tout doucement à la fin de notre intervention. Donc, en résumé, ce dont on vous a parlé jusqu'à présent, eh bien, au niveau B2C, le e-commerce international est quand même une opportunité relativement lucrative, peu importe la taille de la compagnie ou de l'entreprise, puisque voilà, vous êtes déjà sur le World Wide Web, allez-y. Les habitudes de consommation des acheteurs en ligne changent, peuvent parfois changer très rapidement et continuent d'évoluer. Donc, il faut être constamment prêt au changement. Forcément, des entreprises comme la nôtre proposent des aides et des soutiens pour toutes les tailles d'entreprises, pour le fait d'augmenter le potentiel, évidemment, via des partenariats. Le B2B commence à être de plus en plus flexible et demande de plus en plus d'approches digitales, comme Anne vient de nous en parler. Et donc, en définitive, voyez la croissance sur le long terme et allez-y, lancez-vous. Il y a des possibilités à l'international et miser sur la croissance le plus possible. Elle n'est qu'à quelques clics, entre guillemets, de votre webshop. Ça fait un peu IACA, il n'y a pas que des IACA, évidemment, mais l'opportunité, elle est là. On a pas mal de sites web belges. On peut partager éventuellement des expériences de sites web belges qui ont vraiment eu le succès en s'ouvrant à l'international. Et donc, voilà. Notre message est de dire, ne surtout pas hésiter. Il y a des partenaires, que ce soit en transport ou autres, qui peuvent être là pour vous soutenir et vous accompagner dans cette ouverture à l'international. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par la suite. Vous avez ici nos coordonnées. Alors, nous allons maintenant aborder quelques notions en matière de TVA parce qu'effectivement,
même si David et Anne ont déjà abordé pas mal de statistiques, j'imagine qu'ils vous ont davantage motivé à avancer dans le e-commerce, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Outre les droits de douane, il faut également avoir conscience des aspects TVA. On l'oublie souvent, mais la TVA en cas de contrôle, il n'y a pas de négociation parce que ou c'est blanc ou c'est noir, et lorsqu'on n'est pas conforme à la législation, malheureusement, on subit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 200% de la TVA due et des intérêts de retard qui sont aussi extrêmement conséquents parce qu'on est à dû 9,6% par an. Donc, autant faire extrêmement attention en la matière, d'où l'idée de joindre aujourd'hui au séminaire une partie en matière de TVA. On va commencer avec une petite remise dans le contexte parce qu'il y aura une modification qui va entrer en vigueur au 1er juillet 2021. C'est une modification qui est attendue puisqu'on est déjà dans un processus qui a commencé en 2015. Je vous parlerai pour cela des prestations de services par voie électronique, des ventes à distance, c'est-à-dire concrètement du e-commerce, et quelques points d'attention avant de passer la parole à Geoffrey qui vous entretiendra de tous les aspects juridiques, notamment de votre site et tous les points d'attention juridiques. Il faut savoir que la législation en matière de e-commerce ou en matière de services informatiques, eh bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque c'est issu d'une directive européenne et que cette directive européenne a pour but, in fine, de simplifier toutes les obligations en matière de TVA pour les entreprises qui vont effectuer des ventes transfrontalières de biens ou de services, alors surtout en ligne, aux consommateurs finaux. Donc concrètement, ce qu'a souhaité l'Union européenne, c'est de faciliter toutes les opérations au profit de non-assujettis. Donc aujourd'hui, on va vraiment se situer uniquement dans un contexte B2C. L'idée, même si l'Union européenne parle de simplification, elle parle certes de simplification administrative, mais elle a toujours pour idée, elle a toujours une idée derrière la tête, c'est évidemment pouvoir récolter cette TVA. Et l'idée sous-jacente, c'est de toujours aller appliquer la TVA de l'État membre de destination, donc concrètement de l'État membre de consommation, soit là où le particulier qui achète le bien ou qui achète le service à son domicile. Comme je vous l'ai indiqué en préambule, on est dans un schéma en 2 étapes. Tout d'abord, une première étape qui a déjà été franchie en 2015, où on a modifié tout ce qui est traitement TVA des services de télécommunication, de radiodiffusion, télévision et les services électroniques en général lorsqu'ils sont prestés pour des consommateurs finaux, donc pour des particuliers. Et dans un deuxième temps, et c'est ce dont je vais vous parler également dans quelques instants, la nouveauté se situe au niveau des ventes à distance. Alors, pour les besoins de la TVA, le e-commerce, on appelle ça les ventes à distance intracommunautaires. Ce qui est dropshipping, par exemple, on va appeler ça la vente à distance de biens importés. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de dropshipping, je vais m'en tenir aux ventes à distance intracommunautaires. Alors, ce régime-là, ce nouveau régime, il en est encore assez balbutiement parce qu'il va entrer en vigueur au 1er juillet 2021. C'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'en Belgique, il y a un projet de loi qui a été adopté le 26 mars 2021. Donc, vous voyez, ça fait à peine quelques jours. Et on est quand même proche de l'entrée en vigueur du 1er juillet 2021. Alors, qu'en est-il au niveau des prestations de services par voie électronique ? Il faut savoir de quels services on parle pour les besoins de la TVA. Alors, en matière de TVA, on a vraiment des définitions propres à chacun de nos concepts. Donc, il faut, par exemple, ne pas se référer à ce qu'on prévoit pour l'impôt des sociétés ou pour l'impôt des personnes physiques. Ce qu'on prévoit en TVA, ça ne vaut que pour les besoins de la TVA. Alors, lorsqu'on vise des services de télécommunication, on vise, par exemple, les services de téléphonie mobile ou de téléphonie fixe, les services de messagerie. Pour les services de radiodiffusion et de télévision, là, ce sont les services tels qu'on les entend dans le sens commun, c'est-à-dire la fourniture de contenu audio ou audiovisuel, les programmes radio, les programmes de télévision accessibles à tous et ce genre de choses. Et on vise également, de manière plus large,
tous les services fournis par voie électronique. Alors, les services fournis par voie électronique, ce sont ceux qui sont automatisés, soit ceux qui nécessitent une intervention humaine minimale. Exemple, la maintenance d'un site internet, la fourniture d'un contrôle parental, ça peut être également tout ce qui est cloud, hébergement de sites informatiques, soit quelque chose qui ne nécessite pas une prestation en tant que telle de la part de l'homme. Juste pour bien différencier ce qui n'est pas un service électronique par rapport au service électronique, si vous me sollicitez pour une consultation et que je rédige celle-ci et que je vous envoie un PDF en annexe de mon email, ce sera un service fourni par un billet électronique. Mais c'est en aucun cas un service fourni par voie électronique parce que ce n'est pas encore un service tout à fait automatisé. Donc, le service fourni par voie électronique, c'est celui qui dépend vraiment de la technologie de l'information, en fait. Alors, si on est face à un service fourni par voie électronique, pour les besoins de la TVA, on va toujours le localiser à l'endroit où le preneur de service est établi ou à son domicile. Alors, la localisation de TVA, c'est vraiment important parce que c'est la localisation qui va nous dire la TVA applicable ou au contraire, s'il y a une exemption, eh bien l'exemption à prendre en considération. Soit concrètement, la localisation va nous permettre de déterminer la législation qui doit être analysée pour savoir s'il y a ou non de la TVA. Donc, la règle applicable pour les prestations par voie électronique, c'est qu'on les localise à l'endroit où le preneur de service a son domicile, c'est-à-dire qu'on va aller regarder là s'il y a ou non une TVA qui doit être portée en compte sur la facture. Cette règle-là, elle ne va toutefois pas s'appliquer lorsque le prestataire est établi dans un État membre, mais lorsqu'il ne va pas prester des services par voie électronique pour plus de 10 000 € au cours d'une année. Je vais reprendre tout de suite un exemple avec un petit schéma. Alors bien évidemment, si on estime qu'on va dépasser ce seuil, on peut en tout état de cause déjà opter pour appliquer la règle générale, c'est-à-dire la localisation au lieu d'établissement du preneur de service. Je prends ici un petit exemple. Vous avez une société espagnole qui va prester des services pour un montant de plus de 10 000 € par an, qui va opter pour l'application de la TVA du lieu du domicile du client. Et ma société espagnole, elle va prester différents services fournis par voie électronique à un particulier belge. En l'occurrence, il y aura un contrôle parental, un antivirus, un pare-feu, un cloud et ce genre de choses. Eh bien, qu'en est-il au niveau du traitement TVA ? Eh bien, on va appliquer la règle générale parce qu'on est au-dessus du seuil de 10 000 €. Ici, il est marqué 1 000 €, mais c'est 10 000 €. Donc, on va localiser l'opération en Belgique. Et si l'opération est localisée en Belgique, c'est la TVA belge qui est due. Donc, concrètement, notre société espagnole devrait demander un numéro de TVA belge et appliquer de la TVA belge sur ses prestations de services électroniques. Autre hypothèse, on est toujours face à une société espagnole qui va prester un certain nombre de services fournis par voie électronique à un particulier belge. Il faut savoir qu'on est en dessous du seuil de, non pas 1 000 €, mais 10 000 €. Eh bien, dans cette hypothèse-là, la société espagnole doit appliquer la TVA espagnole parce qu'on localise au lieu d'établissement du prestataire, donc en Espagne. Quelle est la conséquence de la règle que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire si on est au-dessus du seuil de 10 000 € de prestation de services par voie électronique, eh bien, comme on localise l'opération dans le pays où est établi le preneur de services, ça voudrait dire que la société devrait s'identifier à la TVA dans chacun des États membres concernés, soit dans tous les États membres où les preneurs de services sont domiciliés. Donc, si ma société espagnole preste pour des particuliers belges, preste pour des particuliers français, pour des particuliers luxembourgeois, eh bien, la société espagnole devrait en principe s'identifier en Belgique, en France et au Luxembourg, et donc appliquer les règles de facturation propres à chacun des États membres concernés. Parce que, je le répète, à partir du moment où on localise dans un État membre, on doit également appliquer les règles des codes TVA locaux de chacun de ces États membres. Et puis ensuite, il faut déposer une déclaration TVA dans chacun de ces États membres. Alors, heureusement, il y a eu cette première
partie dans le cadre des mesures de simplification européennes. Et la première simplification est intervenue en 2015 et c'est ce qu'on appelle le MOS. Alors le MOS, c'est en fait le mini one-stop shop ou le mini guichet d'entreprise. C'est en fait un service qui permet à une entreprise qui effectue des prestations de services par voie électronique de ne pas devoir s'identifier à la TVA dans chacun des États membres concernés, mais de conserver une seule identification à la TVA. Si on prend le cas de ma société espagnole, elle a uniquement un numéro de TVA en Espagne. Et pour toutes les autres prestations de services localisées chez les preneurs particuliers, eh bien, la société espagnole va les déclarer dans sa déclaration MOS en Espagne. Et dans ces déclarations MOS spécifiques, elle va déclarer la TVA due belge, la TVA française, la TVA luxembourgeoise. Elle va payer cette TVA étrangère due à l'État espagnol et c'est lui qui va dispatcher la TVA envers les différents États membres concernés. Alors, au 1er juillet 2021, il y aura déjà un premier changement, c'est que pour considérer le seuil de 10 000 €, donc vous aurez compris, c'est le seuil, c'est un peu votre latitude, c'est le seuil qui, lorsqu'on le dépasse, vous oblige à appliquer la TVA de l'État membre du preneur de service. Eh bien, il faudra considérer ce seuil de 10 000 € non seulement pour les prestations de services par voie électronique, mais également pour toutes les ventes à distance intracommunautaires. Donc, on sera très vite au seuil de 10 000 € pour les sociétés qui font du commerce en ligne. Par ailleurs, le régime MOS dont je viens de vous parler, donc ce point unique déclaratif pour tous les États membres pour les prestations de services par voie électronique va être étendu et ça va devenir le OS. Le OS, c'est le one-stop shop ou le guichet d'entreprise. Vous l'aurez compris, on va également pouvoir déclarer par le biais de ce OS, non seulement les prestations de services par voie électronique fournies aux particuliers et localisées dans les États membres de ces particuliers, mais également toutes les ventes à distance, soit les ventes faites en ligne au profit de particuliers lorsque les particuliers sont établis dans d'autres États membres. Juste un petit point, le MOS dont je viens de vous parler pour les prestations par voie électronique, il existe bien évidemment aussi en Belgique. Une société qui serait concernée, lorsqu'elle dépose sa déclaration TVA belge, elle le fait dans Intervat. Et bien dans Intervat, il y a un petit onglet MOS qui permet de déclarer toutes les TVA étrangères dues par la société belge et qui permet également de ne pas devoir s'identifier à la TVA dans tous les États membres concernés. Alors, puisqu'on a fait cette introduction au niveau des services, et je vous ai indiqué que ça allait évoluer, qu'il allait avoir un nouveau régime pour les ventes à distance intracommunautaires au 1er juillet 2021 et un seuil global annuel de 10 000 € à prendre en considération, eh bien, il faut également savoir quel est le régime actuel pour les ventes à distance. Alors, il faut savoir que nous, dans notre pratique, on consulte beaucoup dans le secteur du e-commerce et il y a énormément d'erreurs en pratique. Il y a très peu de e-commerçants, malheureusement, qui appliquent correctement les règles à l'heure actuelle parce qu'elles sont extrêmement fastidieuses. Alors, pour bien se situer, pour ne pas, disons, je n'oserais pas dire paniquer, mais pour ne pas partir dans tous les sens au niveau du raisonnement TVA, ici, on va parler de livraison de biens. Donc, on oublie un peu les prestations de services par voie électronique, même si ce sera le même système déclaratif. Maintenant, on va parler uniquement des livraisons de biens. On va faire référence de l'intracommunautaire, donc c'est-à-dire concrètement un flux de biens d'un État membre vers un autre. Un e-commerçant a un stock en Belgique et va vendre à un particulier français. Les biens vont aller de Belgique en France. On est dans l'intracommunautaire. On ne va donc pas parler, en l'occurrence, d'import-export. Et on est dans du B2C, c'est-à-dire que le e-commerçant va vendre à un particulier. Vous verrez que la notion du consommateur final est un peu plus large simplement que le particulier en matière de TVA. La distinction donc à faire pour les besoins de la TVA, c'est la distinction entre les ventes B2B et les ventes B2C. Les ventes B2B, eh bien, elles seront qualifiées plutôt de livraison intracommunautaire en principe exemptée ou d'import-export si on vend des biens qui proviennent d'un État non membre ou si les biens partent vers un État non membre de l'Union européenne. Ici, on va vraiment se focaliser sur la vente à distance intracommunautaire
au profit de particuliers. C'est ce qu'on va traduire dans le langage courant comme étant le e-commerce. On va définir cette vente à distance comme étant une opération par laquelle un fournisseur, un vendeur, va vendre des biens soit à un particulier, soit à un client qui est appelé membre du groupe des 4, c'est vraiment une notion de TVA, lorsque ce groupe des 4 n'achète pas pour plus de 11 200 € à l'intracommunautaire. Alors ce groupe des 4, c'est qui? Ce sont les assujettis exemptés, par exemple un médecin. Ce sont les assujettis franchisés, une entreprise qui aurait un petit chiffre d'affaires soumis à la TVA, mais qui aurait opté pour la franchise parce que son chiffre d'affaires est inférieur à 25 000 €. Ce sont les assujettis agricoles, donc en somme les agriculteurs qui utilisent le régime TVA spécifique qui leur est attribué, ou les personnes morales non assujetties, autrement dit les organismes publics, une ville ou une commune. Ces 4 personnes-là, ces 4 types d'assujettis spécifiques, lorsqu'ils n'achètent pas des biens à l'intracom pour plus de 11 200 € par an, ils seront considérés comme des particuliers. Et donc, on devra traiter l'opération comme étant du B2C dans le cadre du e-commerce. Alors, pour être dans la vente à distance en matière de TVA, il faut bien identifier à qui on vend. On doit vendre à un non-assujetti. Et il faut également, ça c'est une obligation, que le fournisseur se charge du transport des biens jusqu'au point de livraison dans un autre État membre. Ce transport peut être fait directement ou indirectement. Tout à l'heure, Anne et David nous ont expliqué quelque peu les services de DHL. Eh bien, si le fournisseur vend par le biais de son site Internet et que c'est DHL qui se charge du transport, autrement dit que le fournisseur a mandaté un transporteur tiers, on sera dans le cadre d'une vente à distance intracommunautaire pour les besoins de la TVA. Ça, c'est vraiment important parce que si le fournisseur ne se charge pas ou ne mandate pas un tiers pour effectuer le transport, on n'est pas dans la vente à distance intracommunautaire et c'est un tout autre régime TVA. La localisation actuellement, mais qui va changer au 1er juillet 2021, c'est normalement la localisation de ces ventes dans l'État membre de départ. Donc concrètement, vous vendez des biens par le biais de votre site Internet à des particuliers étrangers dans l'Union européenne. Vous êtes donc un site Internet belge, les biens partent de Belgique, vous allez appliquer la TVA belge sur toutes vos ventes. Mais il y a une dérogation qui est applicable État membre par État membre, et plus particulièrement si on dépasse un certain seuil. Alors, il faut savoir que ce sont des seuils qui sont européens, en tout cas, ce sont des seuils qui sont prévus au niveau européen, et chaque État membre peut choisir le seuil qu'elle va appliquer, et c'est ou un seuil de 35 000 € ou équivalent, ou un seuil de 100 000 €. Alors, parmi les États membres, il y a le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie qui utilisent un seuil de 100 000 €. Les autres États membres utilisent un seuil de 35 000 €. Exemple, je suis une société belge, je fais de la vente en ligne par le biais de mon site Internet, je vends des vêtements. Je demande à DHL de livrer ces vêtements au profit de mes clients particuliers qui ont acheté par le biais de mon site Internet. Et j'ai vendu, durant une année civile, pour plus de 35 000 € à des particuliers français. Eh bien, j'ai dépassé le seuil français de 35 000 €. Ça veut dire que l'opération, elle est localisée en France. La même année, j'ai vendu à des luxembourgeois, de la même manière par le biais de mon site Internet, j'ai vendu pour plus de 100 000 €. Eh bien, mes ventes, comme le seuil outrepassé, sont localisées au Luxembourg. Ça veut donc dire, dans cette hypothèse-là, que ma société de e-commerce belge doit appliquer respectivement la TVA française pour les ventes faites aux Français lorsque le seuil de 35 000 € est outrepassé, ou la TVA luxembourgeoise lorsque je fais des ventes au profit de clients particuliers luxembourgeois et que j'ai outrepassé le seuil de 100 000 €. C'est donc extrêmement fastidieux parce que même si le régime veut qu'on applique l'État membre de consommation à partir du moment où on a dépassé ce seuil de 35 000 ou de 100 000 €, État membre par État membre, c'est fastidieux parce qu'il faut s'identifier également dans chacun des États membres. Et actuellement, il n'existe pas ce régime MOS, ce régime OS, ça n'existe pas encore, ça va seulement entrer en vigueur dans le cadre de la réforme au 1er juillet 2021. Donc, c'est aussi pour ça, potentiellement, que certains sites sont bloqués par rapport aux pays
par rapport à l'accès. Donc, il est possible que certains particuliers ne sachent pas faire livrer les marchandises dans leur État membre, tout simplement pour des besoins fiscaux. Il est possible que le vendeur cantonne ses ventes à quelques États membres plutôt qu'à l'ensemble des États membres pour ne pas avoir d'obligation fiscale, en tout cas TVA, dès le moment où on outrepasse ces seuils. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir prévu des seuils? Eh bien en fait, l'idée à la base, c'était de limiter la concurrence entre les États membres. Effectivement, souvenez-vous, la règle générale, c'est l'application de la TVA de l'État membre du départ de la marchandise. S'il n'y avait pas de seuil pour aller localiser dans l'État membre du client, eh bien, il est possible que l'ensemble des entreprises actives en matière de e-commerce iraient s'établir au Luxembourg et auraient un stock au Luxembourg. Effectivement, ce serait beaucoup plus intéressant d'appliquer 17% de TVA luxembourgeoise plutôt que les 21% de TVA belge si on était établi en Belgique. Donc, pour éviter cette concurrence, on applique la TVA de l'État membre du départ, mais dès le moment où on dépasse le seuil de 35 000 ou de 100 000 euros par an, en fonction de l'État membre concerné, on applique la TVA de l'État du client. Un petit résumé de la règle. Ma société belge fait de la vente à distance par le biais de son site internet et en l'occurrence, elle vend à des Français. Elle se charge du transport elle-même ou elle fait effectuer le transport. On est toujours dans l'Union européenne. Comment doit-elle déterminer actuellement son traitement TVA? Eh bien, on va prendre les 3 hypothèses possibles. Tout d'abord, notre entreprise belge donc, vend à un particulier français pour moins de 35 000 euros. Dans cette hypothèse-là, on applique la règle générale, la TVA de l'État membre du départ de la marchandise, la Belgique. Deuxième hypothèse, notre société belge a vendu des marchandises à un client français particulier pour moins de 35 000 euros, mais elle a opté pour appliquer la TVA française, c'est une possibilité. Donc, on va localiser l'opération dans l'État membre du client, l'État membre d'arrivée des marchandises en France. Troisième hypothèse, notre société belge a vendu pour plus de 35 000 euros à des particuliers français sur une année. Et bien là, elle doit également appliquer la TVA française. Dans les 2 dernières hypothèses, notre société belge doit s'identifier à la TVA en France, appliquer la TVA française, déposer des déclats français, c'est donc extrêmement fastidieux. Et ça, ce n'est que pour un des États membres. On pourrait dupliquer cet exemple-là à l'ensemble des États membres concernés. Grand changement au 1er juillet 2021. Le changement devait normalement intervenir au 1er janvier, mais avec la crise sanitaire et le fait que le changement va impliquer des modifications au niveau du report dans les différents systèmes, donc notamment dans les déclats TVA, eh bien, ça a été reporté au 1er juillet 2021. Alors, rien ne dit qu'on sera prêt au 1er juillet. En tout cas, c'est un délai européen. Les États membres ont obtenu 6 mois supplémentaires. Donc, vraiment, affaire à suivre. En tout cas, là, le projet de loi a été adopté et on est toujours dans notre timing 1er juillet 2021. Alors, que va-t-il se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va modifier? Eh bien, la première chose, c'est qu'on nous parle toujours de simplification. Alors, vous le verrez, il y aura une simplification administrative, mais toutes ces mesures de simplification, c'est bien évidemment pour les besoins de l'administration fiscale. Le but étant que les différentes administrations fiscales puissent au moins récolter une TVA, donc qu'il n'y ait pas de cas de double non-imposition ou qu'il n'y ait pas de cas de non-paiement de la TVA. Et donc, le but, c'est vraiment un contrôle uniformisé en uniformisant justement toutes les règles au niveau européen. Alors, la première nouveauté, c'est qu'on va supprimer les seuils actuels de 35 000 et de 100 000 euros par État membre. On ne va plus en tenir compte et on va systématiquement localiser la vente du bien dans l'État membre d'arrivée des biens à destination du consommateur. Donc concrètement, lorsque la société belge va vendre à un particulier français, normalement, dès la première vente, c'est la TVA française qui est applicable. Alors là, vous me direz, mais ce n'est pas du tout une mesure de simplification. Alors, ça l'est. Pourquoi? Parce qu'il ne faudra plus s'identifier à la TVA en France et on va étendre le régime MOS pour les services électroniques aux ventes à distance intracommunautaire, c'est-à-dire concrètement que la société belge qui vend des biens par le biais de son site internet à des particuliers français ou à des particuliers établis dans n'importe quel autre État membre
ne devra plus s'identifier dans aucun de ces États membres. Il pourra payer la TVA étrangère par le biais de la déclaration OSS que notre site internet va déposer au même titre que sa déclaration TVA en Belgique. Donc, plus de formalisme étranger à respecter. Alors, je vois qu'il y a 2 questions. Les 35 000 € concernent bien l'ensemble des ventes de l'entreprise pour tous les particuliers sur une année calendrier et non pas par particulier. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'imagine qu'il y a peu de particuliers qui achètent des biens pour plus de 35 000 € par an. Donc, ça vaut pas payer. Et en fait, c'est sur base de l'année civile qui précède et l'année civile en cours. Alors, les déclarations TVA en périodique en Belgique, en est-il de même pour les ventes par e-commerce, quitte si les plafonds sont dépassés en cours d'année? Alors, par rapport au seuil existant de 35 000 et de 100 000, dès le moment où on va faire la vente qui va faire dépasser le seuil, on doit anticiper et on doit aller s'identifier dans l'État membre concerné. Ces seuils maintenant vont tomber et donc on va appliquer le régime du OSS. Et le régime du OSS, ce sera une déclaration qui sera également trimestrielle à déposer pour le 20 du mois qui suit, comme la déclaration TVA belge ordinaire, comme la déclaration MOS actuelle pour les services fournis par voie électronique. Juste encore une petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va quand même garder un petit seuil par mesure de cohérence avec les prestations de services par voie électronique. Et ce seuil, il sera celui afférent à ce qu'on va appeler les micro-entreprises européennes. Donc, tant qu'un montant de 10 000 € de vente par le biais d'un site Internet au profit de particuliers établis dans un autre État membre n'est pas dépassé sur une année civile, eh bien, on pourra encore appliquer la TVA de l'État membre de départ. Donc, pas de panique, si vous dites, moi je lance mon activité, maintenant j'ouvre mon site internet en ligne et je ne sais pas du tout d'où vont venir mes ventes, eh bien sachez que vous avez une petite latitude de 10 000 € et en dessous de ce seuil-là, c'est encore la TVA belge. Dès le moment où le seuil de 10 000 € sera dépassé, il faudra appliquer la TVA de l'État membre de destination des biens, soit la TVA de l'État membre où est domicilié votre client. Sauf qu'à partir du 1er juillet 2021, comme je viens de l'indiquer, il ne sera absolument plus du tout nécessaire de devoir s'identifier dans les États membres concernés. Vous pourrez simplement déposer une déclaration TVA en Belgique globale dans laquelle on va reprendre toutes ces opérations localisées à l'étranger. On va reprendre le même petit exemple de tout à l'heure, mais par rapport aux nouvelles règles au 1er juillet 2021. Je vais reprendre mon petit pointeur laser. Vous avez une société belge qui vend des vêtements par le biais de son site Internet. Elle achemine les vêtements ou elle les envoie au profit de ses clients. Et en l'occurrence, elle a notamment des clients français. On est toujours dans l'Union européenne et on est dans des ventes B2C. Eh bien, 3 hypothèses possibles de nouveau. Première hypothèse, l'entreprise belge a vendu à un particulier français en dessous du seuil de la micro-entreprise, en dessous du seuil de 10 000 €. Eh bien, elle applique de la TVA belge. Deuxième hypothèse, notre société belge vend au profit de particuliers français pour moins de 10 000 €, mais elle va opter pour directement appliquer la TVA française, donc elle va utiliser le régime OSS, donc déclaration de la TVA française à partir de la Belgique, TVA française. Troisième hypothèse, la société belge va vendre toujours à des particuliers français pour plus de 10 000 €. Donc, on va outrepasser le seuil de la micro-entreprise. Là, il n'y aura plus de choix, plus d'options. Il faudra appliquer la TVA française. La grande nouveauté au 1er juillet 2021, c'est que pour payer cette TVA française et la déclarer, il ne faudra plus s'identifier à la TVA en France, mais on pourra utiliser le OSS et donc déclarer cette TVA française en Belgique. Alors, le OSS n'est pas une obligation, c'est une tolérance. Ça veut dire que la société belge qui souhaite avoir un numéro de TVA français peut encore aller s'identifier à la TVA en France, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ce OSS, c'est un choix qui doit être fait par la société belge. Alors, on pourrait se poser une question, se dire, mais pourquoi est-ce que la société belge n'utiliserait pas le OSS? C'est bien plus facile plutôt que d'aller solliciter un numéro TVA français. Eh bien, il y a une raison en pratique, c'est que dans la déclaration OSS, on ne fait que déclarer la TVA étrangère, on ne peut jamais demander le remboursement de la TVA étrangère. Donc, si ma société belge supporte de la TVA française
pour des raisons X ou Y, eh bien, elle pourrait préférer demander un numéro de TVA français pour aller, certes, déclarer sa TVA française due, mais pour pouvoir également déduire la TVA française qu'elle supporte à l'entrée. Si elle fait la décla OSS, elle peut quand même déduire la TVA française, mais elle doit le faire par un autre billet. Et cet autre billet, c'est la déclaration qu'on appelle le VAT refund, qu'on peut également faire à partir d'Intervat. Mais c'est une autre procédure et c'est un peu plus long et un peu plus fastidieux que la décla directe. On va prendre un petit schéma dans le cadre du nouveau régime. On a une société belge qui vend des vêtements par le biais de son site internet. Elle le fait et elle livre les vêtements à ses clients particuliers français, à des clients particuliers allemands, à des clients particuliers italiens. On est donc exactement dans le cadre des ventes à distance intracommunautaires. Elle débute son activité, donc elle a un chiffre d'affaires total annuel de moins de 10 000 euros. Ce chiffre de 10 000 euros, donc le nouveau seuil, c'est un seuil global pour tous les particuliers dans tous les États membres concernés, la Belgique évidemment. Elle n'a pas dépassé les 10 000 euros, elle ne choisit pas d'appliquer la TVA locale. Et bien dans ce cadre-là, elle va vendre aux particuliers français avec TVA belge, oui. Elle va vendre aux particuliers allemands avec TVA belge et aux particuliers italiens avec TVA belge parce qu'on applique la TVA de l'État membre du départ de la marchandise. Alors, autre exemple, cette fois, notre société belge, eh bien, elle va dépasser le seuil de 10 000 euros ou elle va opter directement pour le hausse. En l'espèce, elle a un chiffre d'affaires total annuel de 150 000 euros. Elle ne fait que de la vente à distance et en l'occurrence, elle vend en profit de particuliers français pour 100 000 euros par an, de particuliers allemands pour 20 000 euros par an et de particuliers italiens pour 30 000 euros par an. Elle assure toujours bien le transport ou l'expédition. Et bien dans ce cadre-là, elle n'a pas le choix. Elle doit appliquer la TVA française pour ses ventes faites aux particuliers français, de la TVA allemande pour ses ventes faites aux particuliers allemands et de la TVA italienne pour ses ventes faites aux particuliers italiens. La seule différence par rapport à l'ancien régime, outre le seuil de 10 000 euros, est que la société belge ne va pas devoir s'identifier à la TVA respectivement en France, en Allemagne et en Italie. Elle pourra déclarer en Belgique, par le biais de la décla OSS, la TVA française due, la TVA allemande et la TVA italienne. Elle paye cette TVA à l'État belge et c'est l'État belge qui va reverser les différents montants aux États français, allemands et italiens. Alors, cette décla OSS, c'est une déclaration trimestrielle qui est donc unique. Que l'on dépose si on a des opérations. Donc, si on n'a pas durant le trimestre de vente à distance intracommunautaire, on ne dépose pas la décla. Si on en a, on la dépose pour le 20 du mois qui suit le trimestre. On doit fournir les données par État membre de consommation et comme je vous l'ai indiqué, on paye la TVA étrangère via la Belgique. Donc, ça permet de ne pas devoir s'identifier à la TVA dans chaque État membre. Donc, nouveauté à partir du 1er juillet 2021. Et pour ceux qui pratiquent déjà le MOS pour les services électroniques, eh bien, on va reporter dans la hausse également tous les montants, tous les revenus des prestations de services par voie électronique. Alors, appréhender les aspects TVA, c'est déjà une chose extrêmement importante, mais l'idéal, c'est également de pouvoir appréhender l'ensemble des aspects juridiques du e-commerce, dont Geoffrey va vous parler tout de suite, c'est-à-dire tout ce qui est protection du consommateur, les mentions légales obligatoires, les conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, le RGPD, etc. Donc, Geoffrey va vous en parler. Juste un petit mot sur nous. Geoffrey et moi travaillons dans des cabinets d'avocats distincts, mais on travaille vraiment en étroite collaboration pour les professionnels du e-commerce, que ce soit d'ailleurs du B2B ou du B2C. Et l'idée, c'était certes d'avoir des conseils pointus en matière de fiscalité, mais d'aller un peu plus loin que simplement la fiscalité. Et ça, c'est vraiment un constat suite à la pratique. Donc,
Ça fait maintenant déjà plus d'1 an qu'on travaille d'arrache-pied sur tout ce qui est e-commerce et les nouveaux aspects TVA. Et moi, je me suis vite rendu compte que, par exemple, il y avait des soucis au niveau du code de droit économique. Donc, le code de droit économique, comme va vous l'indiquer Geoffrey, prescrit qu'un site Internet belge vend normalement toute taxe comprise. Or, je constatais chez certains clients que lorsqu'ils achetaient des biens à l'étranger pour les vendre à des particuliers belges, eh bien, ils ne prévoyait pas que c'était des ventes toutes taxes comprises et donc le particulier belge se retrouvait à un moment donné à devoir payer de la TVA et des droits de douane alors qu'il pensait avoir déjà tout payé. Et donc dans ce cadre-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment encadrer l'ensemble du e-commerce qui va d'ailleurs être à la loupe, que ce soit dans le cadre de contrôles fiscaux ou de tout autre contrôle, on le voit déjà avec le RGPD maintenant. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment offrir un système global pour les activités en ligne. Donc, on propose des audits de sites, la vérification de tout ce qui est politique de cookies, notion générale de vente, générale d'utilisation. On analyse les flux de biens, les flux de services au niveau fiscal. On détermine évidemment les traitements de TVA. Parfois, on met en place des optimisations. Tout à l'heure, David vous a parlé d'importation et de droits de douane. Eh bien, on peut vous assister, par exemple, dans le cadre de licences d'importation qui vous permettent de ne pas préfinancer la TVA à l'importation. Et on vous assiste aussi dans tout ce qui est formalisme et obligations fiscales de manière tout à fait générale. Je vais maintenant passer la parole à Geoffrey. Je vois juste qu'il y a une question dans le chat. Bonjour, comment connaître le taux de TVA d'un produit dans les différents pays de l'Union européenne? Eh bien, sur le site ec.europa.eu, vous avez la possibilité, en fonction du pays que vous allez sélectionner, du type de bien ou du type de service, d'obtenir le taux de TVA applicable. Parce que c'est effectivement une question importante, puisque c'est vous qui êtes toujours le déclarant de cette TVA étrangère. Donc, à partir du moment où vous déclarez la TVA étrangère par le biais du HOS, vous êtes responsable de la bonne application du taux de TVA local. Alors, autre question, ne sachant pas les revenus dégagés au niveau international, ne doit-on pas imputer d'emblée la TVA du pays de destination et ce dès la première vente? Si à la fin de l'exercice, nous avons pour 5 000 de ventes vers la France, que fait-on? Imaginons qu'il y ait une différence, la TVA belge et pays étrangers. En fait, je dirais que si on se situe aujourd'hui ou si on se situe au 1er juillet 2021, mais aujourd'hui, quelque part, vous avez quand même un peu le temps de voir venir, sachant que les seuils sont de 35 000 et de 100 000 euros pour les biens. Donc là, vous pouvez, je pense, assez facilement estimer, tiens, on va outrepasser le seuil ou même prendre une marge de sécurité en vous disant, on a vendu pour 25 000 euros à des particuliers français, on va dès maintenant aller s'identifier à la TVA en France pour être sûr d'être parfaitement dans les clous. Si on dépasse le seuil, alors, il est vrai qu'à partir du 1er juillet 2021, si votre activité, c'est vraiment le e-commerce, eh bien, il serait beaucoup plus intéressant de directement appliquer la TVA locale et donc de déposer votre déclat HOS. Si à la fin de l'exercice fiscal, vous n'avez que 5 000 euros, ça n'a aucune espèce d'importance parce que le seuil de la micro-entreprise, le seuil de 10 000 euros, ce n'est qu'une tolérance. Donc, même si vous n'avez pas outrepassé le seuil de 10 000 euros, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, opter pour l'application de la TVA locale et déposer cette déclat HOS. Imaginons qu'il y ait une différence TVA belge et pays étrangers. Alors oui, ça peut aussi être un souci, sachant que vous devez vendre toute taxe comprise, eh bien c'est peut-être mieux d'appréhender dès la première vente et de vendre avec la TVA de l'État membre de destination des marchandises, parce que sinon il y aurait forcément une différence dans le prix. Alors vous n'êtes pas obligé de modifier votre prix, vous pourriez, je dis n'importe quoi, prévoir que le prix de votre bien c'est 75 euros TVA comprise, tout en sachant que vous gagnez un peu plus d'argent lorsque vous vendez à des particuliers français, vous gagnez 1% de TVA, parce que là, c'est 20% de TVA française, alors que quand vous vendez à des Belges, c'est 21% de TVA belge. OK. Donc, je vais vous présenter tout d'abord. C'est bizarre parce que j'ai l'écran qui saute tout le temps.
Ça peut être facile. En fait, l'important tout d'abord, à savoir dans la matière d'e-commerce et de droit des plateformes de manière générale, c'est qu'il faut distinguer l'e-commerce au sens large, qui est l'ensemble des transactions qui sont réalisées en ligne, d'un site web qui vend en direct à ses clients, d'une plateforme qui, elle, organise un service d'intermédiation entre différentes catégories d'utilisateurs. Et l'identification du type de relation qui existe au travers un site web ou une plateforme, ainsi que la nature des intervenants, est essentiel pour qualifier contractuellement et aussi fiscalement la nature des opérations qui vous sont soumises ou auxquelles vous participez. Alors, à cet égard, il y a tout d'abord, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas bien en fait, je ne sais pas ce qui se passe, l'écran n'arrête pas de sauter. On voit ici l'utilisateur et les différentes catégories, et ces différentes catégories. Est-ce que vous voyez ça? Oui. OK. Donc, la première chose, lorsqu'on est face à un site e-commerce ou une plateforme, c'est d'identifier les personnes auxquelles ce site s'adresse. Si c'est à des consommateurs, si c'est à des professionnels, si c'est à des travailleurs, ou voire même c'est un organisme public à qui on s'adresse, parce que ça peut arriver, mais plus généralement, si c'est un organisme public qui organise un service en ligne. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire cette distinction entre ces catégories d'utilisateurs? Eh bien, parce que directement, on va penser à y appliquer certains corps législatifs qui sont différents des uns des autres. Donc, sans rentrer dans les détails, le consommateur, c'est toute personne particulière, physique, qui va agir en dehors du cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à la différence du professionnel, qui lui va agir dans ce cadre-là pour une activité en ligne, quelle qu'elle soit. Vous pouvez également avoir affaire ou faire appel à des travailleurs dans le cadre d'une activité en ligne, des travailleurs salariés qui sont en principe des personnes physiques liées à un employeur dans le cadre d'une relation qui sous-entend une subordination. Et c'est très important d'avoir cette analyse et cette grille de lecture parce que, par exemple, en Italie, il vient d'y avoir le mois dernier 60 000 contrats de personnes qui travaillaient sous régime indépendant pour différentes plateformes de livraison comme Uber Eats, pour ne citer que celle-là, mais différentes autres. Et ces 60 000 prestataires à la base déclarés comme indépendants ont vu leur contrat requalifié en contrat de travail parce que justement, il y avait un lien de subordination qui existait à ce moment-là dans la relation qui était permise par une plateforme de mise en relation entre des consommateurs de repas, livraison à domicile, etc., et ces personnes qui venaient les livrer. Et en raison de la configuration de l'application et de la plateforme, on a considéré qu'il y avait un lien de subordination. Alors, on pourrait croire que dans les cas de figure similaires, mais ce sera toujours le cas dorénavant, on considérera toujours qu'il y a un lien de subordination, mais en fait c'est faux. C'est une question de configuration technique de la plateforme ou de l'application, ainsi que de l'encadrement juridique qui la sous-tend, qui permet de défendre qu'il y a subordination ou pas. Donc, on a surtout parlé de cas qui ont défrayé la chronique, comme ceux de Uber, où il y a eu des requalifications en Belgique aussi, mais notamment là, plus vis-à-vis des prestations de chauffeurs de taxi. Mais il n'y a pas que ce cas de figure-là à prendre en considération. Il y a notamment une plateforme anglaise qui s'appelle Yodel et qui fonctionne exactement sur le même modèle que les autres, mais qui n'a pas été considérée comme permettant à ces prestataires de travailler sous l'angle d'un contrat de travail. Pourquoi? Parce que la Cour de justice européenne qui a analysé la situation a considéré qu'il n'y avait pas de lien de subordination dans son cas. Donc voilà, le dernier. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. OK. Donc, la dernière catégorie d'utilisateurs auxquels il faut avoir égard pour la prestation ou la vente en ligne, ce sont les organismes publics. Alors, évidemment, en Belgique, on pense tout de suite à monamende.be, MyMinFin, etc., où là, les autorités publiques organisent certains services en ligne pour les citoyens ou aussi pour les entreprises avec la plateforme de marché public. Mais à l'avenir, on va prendre en considération d'autres catégories de prestations de services en ligne, comme c'est le cas en Suisse, par exemple, où le gouvernement a fort étonnamment mis en place une plateforme qui permet en fait la rencontre entre des prostituées et
leurs clients en ligne, et tout est encadré par le gouvernement à la grande satisfaction de tous, paraît-il. Et donc, il semblerait que ce genre d'initiative soit encouragé et ait vocation à se multiplier à l'avenir. Sur cette page, c'est un détail des différentes catégories d'utilisateurs. On définit un peu plus en profondeur les corps de règles qui trouvent à s'appliquer. On en choisit une ici en particulier qui sont celles des consommateurs. Les consommateurs jouissent de protections particulières dans le cadre des mises en relation ou dans le cadre d'une vente en ligne d'un bien ou d'un service dans de nombreux secteurs particuliers. Au niveau juste des achats, eh bien, le Code de droit économique prévoit qu'il faille renforcer les informations qui sont fournies aux consommateurs, notamment au niveau des prix des paiements, avec la TVA inclus, l'expédition, les frais de livraison, les droits de rétractation éventuels qui permettent à un consommateur de renoncer à son achat en déant les 14 jours de la passation de la commande. Mais il y a d'autres domaines que celui de l'information qui soit concerné par les protections particulières des consommateurs et sur lesquels là je vais passer très rapidement sans rentrer dans les détails. En matière de finances pour la fourniture de biens ou de produits services financiers en ligne, en matière de pratiques contractuelles, eh bien, il y a une plus grande protection pour les consommateurs que pour les autres catégories d'utilisateurs, bien que ce soit réduit maintenant depuis l'entrée en vigueur d'une législation B2B qui offre aussi des protections supplémentaires aux professionnels entre eux lorsque le professionnel co-contractant n'est pas issu du même secteur que celui qui est économiquement plus fort que l'autre partie. En matière de soins de santé, en matière de médicaments, il y a des informations particulières et des législations particulières à respecter. Pareil en matière de fourniture de services de télécommunications, énergie et même au niveau de la défense des intérêts juridiques en ligne. À cet égard et pour les différents types de professions, comme les professions de comptables, d'avocats, de médecins, il faut imaginer aussi que l'obligation d'information de ces opérateurs sont renforcées, notamment parce qu'ils ont des obligations déontologiques particulières qui viennent se rajouter en plus des règles de droit économique ou des règles européennes relatives à la prestation de services ou la vente de produits en ligne. Alors ici, sur cette partie du cours, on a un glossaire de l'ensemble des transactions qui sont possibles en ligne. Alors tout le monde connaît le B2B et le B2C, mais tout le reste sont des catégories de transactions qui existent d'ores et déjà en ligne aujourd'hui et qui nécessitent un encadrement particulier au niveau juridique parce qu'il faut étudier à chaque fois si c'est une mise en relation, si c'est une relation directe entre deux catégories d'utilisateurs, quels sont les contrats et comment est-ce qu'ils sont formalisés entre ces différentes catégories d'utilisateurs. Donc ça a une importance au niveau juridique, mais aussi au niveau fiscal, comme Aurélie vous l'a expliqué, puisqu'en fonction de la nature du service, en fonction de la localisation des personnes et de la mise en relation, les régimes fiscaux sont évidemment différents et méritent une analyse particulière. Alors, dans les autres modèles de transactions qui peuvent avoir lieu en ligne, on a le B2E, qui est l'exemple de plateforme qui se serait mise à disposition par une entreprise en faveur de ses employés et des interactions vont naître entre ces employés entre eux. Il y a le B2G qui est l'ensemble des activités commerciales entre entreprises privées et gouvernementales. Le C2B qui est un ensemble d'activités commerciales ou d'actions de communication qui sont réalisées par des consommateurs à destination d'acteurs professionnels. Donc ça change un peu parce que c'est en sens inverse. Et surtout, là, on ne rentre pas dans le cadre d'un emploi salarié ou de prestations de services indépendantes. On est dans un autre domaine. C'est parfois des opérations publicitaires qui sont sollicitées par des consommateurs eux-mêmes en faveur des entreprises. Il y a des plateformes qui organisent ça. Pareil pour le C2C, ça c'est de la vente par exemple d'objets d'occasion, c'est des opérations à destination d'autres consommateurs qui sont effectuées par certains consommateurs. Le C2G, l'ensemble des procédures administratives, des activités non commerciales, des actions de communication réalisées par des citoyens à destination d'un gouvernement. Le G2B sont les procédures administratives, les activités non commerciales ou les actions de communication réalisées par un gouvernement à destination d'entreprises. Et le G2C qui est la même chose, mais
qui sont réalisés par un gouvernement à destination des citoyens. Alors, ici, ce sont différents types de plateformes avec différents business models que je n'aurai pas le temps de vous expliquer. Je vais maintenant me focaliser sur les différents types d'informations qu'il faut fournir et quand les fournir lorsqu'on fait une vente en ligne ou une prestation de service en ligne. Tout d'abord, il faut renseigner sur tout site les mentions légales de manière claire qui reprennent l'identité de l'entreprise ainsi que donc, son nom commercial, son numéro d'entreprise, son siège social, l'ensemble de ses coordonnées. Lors d'un achat en ligne, il y a des informations qui doivent être fournies avant la passation de la commande et après la commande aussi. De manière générale, on va donner toutes les informations sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service qui est presté en ligne, éventuellement l'existence ou non du droit de rétractation pour les consommateurs. Je vous avais dit tout à l'heure qu'un consommateur peut jouir du bénéfice d'un droit de rétractation sous 14 jours. Il y a une exception à ça, c'est pour la prestation de services en ligne, prestation de service qui serait effectuée avant l'échéance de ce délai de 14 jours. Mais il faut s'en prémunir dans la rédaction de ces conditions générales parce que sinon, vous pourriez arriver à des cas de figure où vous faites une prestation de service en ligne, mais le consommateur a toujours le droit de demander le remboursement de la prestation alors que vous, indépendant, vous l'avez déjà effectué et il n'a plus déjà en avoir le bénéfice. Il faut évidemment fournir des informations sur la durée de l'engagement si ce sont des services qui ont par exemple vocation à être reconduits et ainsi qu'en ce qui concerne les ventes en ligne de contenu numérique, il faut fournir des informations sur les fonctionnalités du contenu numérique en ce compris les questions d'interopérabilité avec les autres fournisseurs de produits informatiques. Avant la passation de la commande, donc, Aurélie vous a dit qu'effectivement, il fallait reprendre les principales caractéristiques du produit, mais aussi le prix total avec les taxes et les frais de livraison inclus, la durée du contrat éventuellement, etc. Donc, tous ces éléments-là sont importants parce qu'ils doivent figurer dans vos conditions générales. J'y passerai bien sûr. Mais quand vous faites appel à une plateforme qui fait une intermédiation, cette plateforme-là, il faut étudier un petit peu son fonctionnement, regarder dans ses conditions générales comment est-ce que juridiquement l'encadrement se réalise. Pourquoi? Parce que si vous êtes un vendeur professionnel, vos propres conditions ont vocation à s'appliquer normalement. Il faut que cette plateforme vous permette de rendre vos propres conditions opposables et si pas, de voir que les conditions générales qui vous seraient imposées par la plateforme qui permettrait l'intermédiation sont compatibles avec votre business model ou votre propre manière de fonctionner. Parce qu'avec Aurélie, on a déjà eu la chance de voir des business models qui étaient complètement différents de ce qui était décrit dans l'encadrement contractuel qui était vendu, entre guillemets, aux utilisateurs de ce site. Et évidemment, ça a de lourdes conséquences au niveau juridique et au niveau fiscal avec les requalifications, amendes et autres festivités dont malheureusement les clients ont parfois à connaître. Et donc, ensuite, on envisage les informations obligatoires après la commande qui sont un résumé de tout ce qui a été effectué par l'utilisateur de la plateforme en ligne et qui doit le recevoir sur un support durable. Heureusement, l'email est considéré comme un support durable, de sorte que vous pouvez envoyer un résumé de la commande avec toutes les informations pertinentes après le paiement, après que le paiement ait été effectué. Alors, en ce qui concerne les conditions générales de vente, il y a différents points qui apparaissent ici sur l'écran et qui doivent impérativement être évoqués dans vos conditions générales de vente pour des questions de sécurité juridique, évidemment. Donc, est-ce qu'on est dans une prestation de service ou est-ce qu'on est dans une vente de biens? Quel est le prix ou quelle est la manière de le déterminer s'il est impossible de le fixer à l'avance? Les modalités de livraison ou d'exécution, qui en assume le prix, qui en assume le transfert des risques et à quel moment, l'existence ou non de garanties et quelles sont les responsabilités qui sont liées, les reconductions automatiques éventuelles, comme j'en ai déjà parlé spécifiquement pour la protection des consommateurs quand les contrats ont vocation à être reconduits. C'est aussi à l'occasion des conditions générales qu'on envisage une première fois les questions de la confidentialité et du RGPD parce que
votre co-contractant va vous transmettre des données personnelles que vous allez traiter. Donc, il faut donc l'informer à l'occasion de vos conditions générales de vente du minimum au niveau du traitement de ces données, de la manière de faire valoir ses droits par rapport à celles-ci. J'envisagerai ça à la toute fin de la présentation plus spécifiquement. Interdiction des clauses abusives avec d'office pour les consommateurs et avec quelques petites différences pour les professionnels entre eux, mais de manière générale, maintenant, il faut faire vraiment très attention à la rédaction des clauses qui font peser un déséquilibre contractuel sur la partie qui est identifiée comme étant la plus faible économiquement parlant. Et ensuite, il faut évidemment déterminer quelles sont les juridictions compétentes et le droit applicable. Les juridictions compétentes quand c'est possible, parce qu'évidemment, les consommateurs peuvent toujours choisir la juridiction qui est la juridiction de leur fort, pour y faire traiter un éventuel problème qu'ils auraient avec un vendeur en ligne qui est situé à l'étranger. Alors, sur un site web, il faut évidemment mentionner également les conditions générales d'utilisation. La différence entre les conditions générales d'utilisation et les conditions générales de vente, c'est que les conditions générales de vente, elles encadrent un contrat que vous allez passer, ou en tout cas qui va être passé avec vous par l'intermédiaire d'une plateforme, avec un utilisateur, un client, un professionnel. Donc là, il y a déjà un contrat avec des obligations de part et d'autre, payer le prix, livrer bien, etc. Les conditions générales d'utilisation, elles encadrent par un contrat en tant que tel, mais la manière dont un utilisateur de votre site doit se comporter avec celui-ci. Pourquoi? Parce que maintenant, les sites sont devenus à ce point complexes que, eh bien, par exemple, on peut se livrer à des propos sur un site et sans pour autant tomber dans la diffamation. Il ne faut pas non plus qu'on vienne faire de la promotion d'autres services qui seraient concurrents des vôtres ou de ceux de l'opérateur de la plateforme. Bref, il y a maintenant toute une kyrielle de comportements qui doivent être réglementés sans qu'on entre pour autant dans une relation contractuelle avec l'opérateur du site. Raison pour laquelle il faut préciser tout ça dans des conditions générales d'utilisation qui sont donc distinctes d'un mécanisme contractuel sensu stricto. Il faut y mentionner évidemment les mêmes mentions légales que pour vos conditions générales de vente. On y parle aussi de la confidentialité. Pourquoi? Parce que généralement, quand on accède à un site, si le site est digne de confiance, il y a déjà pour commencer une cookie policy et une charte vie privée avec la petite fenêtre cookie qui doit apparaître et qui doit respecter des conditions bien particulières. Pourquoi? Parce que vos IP qui sont logués par un site web eh bien, constituent déjà des données privées. Et quand vous allez déposer des cookies en tant qu'opérateur de plateforme ou propriétaire d'un site web, quand vous déposez des cookies sur le site d'un visiteur, ben, en fait, vous l'identifiez premièrement avec sa plaque d'immatriculation sur Internet qui est son IP et vous déposez sur son ordinateur des cookies. Ces cookies, c'est des petits fichiers informatiques qui sont capables du pire comme du meilleur. Le meilleur, c'est simplement de garder vos préférences linguistiques. Le pire, c'est vous tracer quant à vos préférences de consommation, vos habitudes de surf, le site d'où vous venez, le site peut-être où vous allez partir si vous tapez une adresse particulière dans la barre d'adresse au-dessus. Bref, vous pouvez être fliqué de manière complètement surréaliste par l'implémentation de cookies sur votre ordinateur. Et donc, ça fait partie d'un encadrement qui doit être déterminé au minimum dans vos CGU parce qu'il faut avertir le consommateur ou le professionnel qui viendrait sur votre site et à qui vous déposeriez des cookies sur son ordinateur. Et il faut être très vigilant, même quand on utilise des CMS comme WordPress, parce que le simple fait, 90% d'entre nous utilisons WordPress, même le simple fait d'utiliser une fonte, donc un certain type de police, des icônes sur votre interface, mais ça va déposer des cookies parfois sur l'ordinateur du visiteur. Donc ça, c'est un point qui n'est vraiment pas à négliger, surtout que l'autorité de protection des données a récemment condamné un petit éditeur belge à une amende de 13 ou 15 000 euros de mémoire parce qu'il disposait d'une manière, une cookie policy, mais celle-ci n'était pas en règle et n'était pas conforme aux attentes de l'autorité. Donc ça fait quand même un petit peu mal comme amende pour une fenêtre à configurer. On règle aussi dans les CGU les questions de la propriété intellectuelle, les responsabilités éventuellement pour ce qui pourrait être fait au travers d'une simple utilisation du site, parce que certains ont des zones qui sont ouvertes aux utilisateurs qui peuvent laisser des commentaires, qui peuvent faire ce genre de choses. La question des mises à jour et des juridictions compétentes ainsi que du droit applicable doivent être également évoquées dans les CGU. Alors,
Alors, j'en termine rapidement sur la question du traitement des données. J'ai déjà un petit peu abordé la question avec la cookie policy qui découle en fait d'une application de ce qu'on appelle le RGPD et des législations nationales protectrices de la vie privée qui ont été prises en conséquence de celui-ci. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on est passé dans un système depuis l'entrée en vigueur du RGPD dans un système d'interdiction du traitement des données. On ne peut pas traiter les données personnelles sans une raison valable, sans une autorisation, sans une justification qui est une des bases prévues par le RGPD. Lorsqu'on crée un site web, maintenant, théoriquement, il faut le penser privacy by design, c'est-à-dire qu'il faut le créer en limitant au maximum le traitement des données qui vont être réalisées. Parce que dès qu'on a une activité professionnelle, eh bien, on va traiter des données comme le nom, le prénom, l'adresse, ne serait-ce que pour la facturation, les coordonnées bancaires, etc. Toutes ces données sont considérées comme des données personnelles et qui sont maintenant très protégées à ce titre. Mais il existe parmi ces données une catégorie qui sont les données sensibles et qui sont encore plus protégées. Et ce sont celles qui sont traitées par exemple, les comptables, les avocats ou encore les données médicales, les données relatives à l'identité sexuelle ou les préférences sexuelles, religieuses, etc. Pareil pour la politique. Toutes ces données-là, si vous les traitez pour X ou Y raison dans le cadre de votre activité, vont générer des obligations supplémentaires comme la tenue d'un registre sur lequel je vais revenir dans une petite minute. Parce que quand vous pensez RGPD, vous devez penser impérativement maintenant désignation d'un DPO, qui est une personne qui va vérifier l'application correcte de la législation relative à la protection des données dans l'entreprise, mais également tenue d'un registre de traitement qui va lister tous les traitements des données que vous faites, ainsi que la base juridique qui vous permet de le faire. Attention que pour faire du marketing, on ne peut pas faire du marketing sur base d'un intérêt légitime à se faire connaître. Il faut le consentement de la personne visée pour faire la promotion de ses services. Outre donc, ce registre de traitement, la désignation d'un DPO, la rédaction d'une charte vie privée qui va établir les droits que vous avez devant vous sur cette page des personnes dont vous traitez les données, il faut, si vous traitez des données sensibles, faire également ce qu'on appelle une analyse d'impact, c'est-à-dire fournir à l'autorité de protection des données une analyse montrant quelles sont les mesures que vous prenez pour limiter au maximum le risque de fuite de ces données sensibles et si l'impossible venait à se produire, quels sont les risques pour les personnes dont vous traitez les données. Alors, on était jusqu'il y a peu encore dans du théorique, mais maintenant, on est relativement consulté pour des questions de fuite de données avec les suivis de l'autorité de protection des données qui applique des amendes, surtout lorsque le minimum de règles n'a pas été respecté par l'établissement d'un registre de traitement, l'établissement d'une charte privacy, l'obtention généralement du consentement des personnes concernées qui reste dans la majorité des cas, la seule base valable pour l'exercice d'une activité, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. D'ailleurs, il faut avoir le consentement maintenant des personnes dont vous traitez les données dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de couper et voir le chat.